Alors bonjour à tous et puis bonjour à Bonjour vous, à tous. Christian Bruel. Bonjour, Nous vous Pauline. remercions de votre venue. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce nouveau lundi soir qui va être un peu particulier peut-être parce qu'on va s'intéresser à un segment de population, comme on dit dans les études marketing, les enfants, dont on s'occupe pas souvent à lundi soir, alors que au début, je me souviens qu'on avait, quand on a conçu le début de ces émissions, plein de projets sur les enfants, sur les jeunes. Enfin, c'était une population, on voulait parler d'eux. Et puis finalement, les occasions se sont pas toujours présentées, on les a pas encore créées. Et je crois qu'on ouvre un peu avec vous ce que j'espère être peut-être une série d'émissions. On vous accueille donc parce que vous avez publié l'aventure politique du livre jeunesse à la Fabrique. Il y a peut-être 2 mois. Un mois. Un seul mois, et vous avez depuis de nombreux rendez-vous. J'étais étonnée du très grand nombre de présentations. Donc ça, c'est un aspect peut-être sur lequel on dira un mot, l'attention que suscite ce livre. Volontiers. Qui évidemment, il y a sa qualité, mais aussi a une attente à cet égard que vous semblez combler et qui ne s'était pas forcément formulée. Donc là, on voit vraiment que c'est une question à laquelle on accorde beaucoup d'intérêt. Et donc un livre qu'on attendait et qui est à la fois une réflexion générale sur ce qu'est le livre jeunesse. D'ailleurs, vous expliquez, même cette désignation, vous l'avez réfléchi. On va revenir dessus, vous êtes passé par d'autres choses, qui présente énormément aussi de livres, justement, d'albums, et qui les met en perspective avec, tout au long du XXe siècle, une histoire du livre et de la presse jeunesse jusqu'à nos jours, jusqu'à des albums de 2021, voire avril 2022, je crois que vous en citez. Oui, on était au cul de la presse. Voilà, c'était très... J'en ai rajouté quelques-uns à la fin qui étaient effectivement très très récents. Donc c'est vrai qu'il y a cette dimension panoramique qui est aussi très précieuse, je crois, pour s'orienter, se guider, voir tout ce qui est possible, et en même temps une réflexion de fond sur ce qu'on peut attendre du livre destiné aux jeunes, aux enfants et aux adolescents. Vous couvrez un peu les deux, tout cet âge-là, ce continuum-là, on va dire, en termes de lecture émancipatrice, de ce qu'on pourrait appeler politique, et justement, je pense que on pense que c'est un bon moyen de redéfinir le politique et ses différentes acceptions, que de passer par ça, par cette littérature jeunesse qui, là, on se rend compte, n'est pas du tout limitée à l'image qu'on peut en avoir un peu consensuelle, un peu mièvre, voire moralisatrice, que certains peuvent peut-être avoir gardé. Une littérature qui se prête au mieux au détournement des couvertures de Martine. C'est peut-être pour certains de nos auditeurs ce qu'ils en connaissent ou ce dont ils se souviennent. Donc c'est sur ces enjeux aussi de ce qu'on peut attendre de la littérature jeunesse, bien sûr, qu'on va réfléchir. Il y a une phrase peut-être que je voulais citer pour terminer cette introduction et peut-être pour lancer un peu les enjeux. Vous parlez à un moment d'un professeur de sciences politiques qui se demande si on ne devrait pas, ou qui milite presque pour le droit de vote, je ne sais pas si c'est très sérieux, des enfants. Un anglais. Ah, c'est un anglais, voilà, je ne savais plus. En disant qu'après tout, c'est bien les seules personnes à qui on demande d'avoir une compétence pour voter, et qu'au final, on peut se demander pourquoi. Je crois que c'est pour le droit de vote à partir de 6 ans qu'il se prononçait. Je pense que c'est un provocateur, mais en même temps, ça posait une vraie question. C'est-à-dire que c'est vrai que un ou une sénile, on ne lui demande pas des comptes et peut continuer de voter, alors que quand on a moins de 18 ans, on n'a pas le droit de voter. Voilà, donc ça place l'enjeu au fond. Maintenant, est-ce qu'on doit voter ? Alors voilà, c'est pour ça que c'est peut-être anecdotique au fond, mais après tout, ça permet quand même de resituer l'importance qu'on peut accorder à l'enfance dans ce cadre-là. Peut-être que pour commencer, j'aurais voulu, c'est d'ailleurs un des aspects par lesquels vous commencez votre livre, qu'on resitue ce secteur qu'est la littérature jeunesse dans le secteur de l'édition générale
général, parce que c'est quand même, c'est florissant. Il me semble que depuis 30-40 ans, ça a énormément changé. Et en même temps, on se pose des questions, parce qu'on entend beaucoup parler actuellement de l'hyperconcentration de l'édition. On se demande dans quelle mesure il y a une littérature indépendante, une littérature très commerciale. Enfin, comment vous pourriez situer à peu près ce secteur? Je vais être obligé de parler de moi. J'ai été éditeur pendant presque 40 ans. J'ai créé 2 maisons d'édition indépendantes, successives. J'étais tellement riche qu'il a fallu les arrêter. Je suis intégralement propriétaire des dettes. Et l'indépendance dans un marché aussi luxuriant, ça pose plein de questions, en particulier la question tout à fait triviale et pragmatique de la distribution et de la diffusion. C'est-à-dire la vraie clé, elle est là. Si je devais... Il n'en est pas question. Si je devais créer une 3e maison d'édition, je me demande bien vers qui j'irais pour trouver un distributeur et un diffuseur de qualité. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que c'est un marché luxuriant, c'est le 3e marché en valeur dans l'édition. Et c'est un marché qui va en grandissant, qui a très bien traversé le Covid. Et qui, bon, cette année, c'est un petit fléchissement, mais ça, c'est pas normal, vu que l'année 2021 a été vraiment tout à fait exceptionnelle. C'est un marché qui est globalement conservateur, c'est-à-dire qu'une grande partie du marché est un marché de grande consommation, on va dire ça comme ça. Il y a une partie du marché qui est une marge esthétique, où la résistance est plutôt esthétique, et il y a une marge, parfois la marge de la marge, c'est une marge militante, mais qui n'est pas très nombreuse, qui tend un petit peu à se développer, mais pas énormément, parce qu'on ne s'attend pas du tout à ce que les enfants soient pilotés par des concepts, par des attitudes, par une philosophie politique. C'est-à-dire qu'il y a un grand méchant mot, c'est le mot politique. Il y en a un deuxième, qui est peut-être encore pire, c'est le mot idéologie. C'est-à-dire qu'on est dans un système social où l'idéologie, c'est forcément négatif. Ça renvoie forcément au bourrage de crâne, à la subversion des consciences, à tout ce qui est de type un peu pervers, quoi, finalement. Et les parents, je pense qu'un grand nombre de parents souhaitent que la littérature dite pour l'enfance et la jeunesse soit apolitique, ce qui est une niaiserie. C'est-à-dire que bien sûr, ça n'est pas apolitique, la neutralité n'existe pas, mais de là à accepter que les enfants traversent des problématiques de type politique, quand on est parent, quand on est adulte chargé d'âme, c'est pas évident. Et ça, je crois qu'il faut le reconnaître, c'est-à-dire qu'il y a très très peu de parents qui souhaitent l'émancipation de leurs enfants, pour être très très rapide, l'émancipation politique. C'est-à-dire que si vous avez un ado de 15-16 ans, et si il vous dit c'est pas tout ça, je vais à la manif, vous êtes inquiet ou inquiète. Et le meilleur moyen qu'il n'aille pas à la manif, c'est de croire qu'il ne faut surtout pas qu'il soit politisé. Vous voyez, il ou elle. Bon. Ça, c'est l'autre chose. Et puis finalement, le bouquin, 380 pages, c'est 40 ans de pratique. Car j'ai l'impression, personnellement, que depuis 40 ans, j'ai dû publier 170 bouquins. J'en ai écrit peut-être 40 ou 50. Et je crois que la plupart étaient politiques. Au sens général du terme. C'est-à-dire que parfois aussi, alors on n'a pas le temps de faire de l'exagèse et d'entrer dans trop de détails, mais il y a la politique politicienne, il y a la politique institutionnelle, il y a la politique qui consiste à regarder quels sont les dispositifs, les institutions qui conduisent à prendre le pouvoir et à l'exercer. Et puis il y a le politique, à savoir tout ce qui fonde le fait d'être ensemble, de fonder du commun et d'y participer. Et c'est le politique qui, moi, m'intéresse le plus. Et alors il est frappant d'ailleurs de voir que les quelques livres de jeunesse qui s'ouvrent à la politique institutionnelle. Et généralement sont préfacés par François Hollande, par Michel Rocard, par Daniel Mitterrand, et du côté de l'écologie, par Brice Lalonde dans les premiers, etc. Oui, C'est-à-dire que ça a besoin d'être tamponné par quelques
quelques valeurs sûres qui ont l'air de donner un crédit à quelque chose qui semblerait, sinon, un peu inquiéter les adultes. Oui, des personnalités, comme on dit, voilà. Politiques qui filtrent. Quand vous parliez quand même, effectivement, de vos deux maisons d'édition, hein, je les ai pas mentionnées en introduction, Le Sourire qui mord et puis Être, oui, qui ensuite a été intégré par Thierry Magnier, c'est ça C'est-à-dire qu'en fait, le Sourire qui mord a duré 20 ans, pour un historique rapide, et les 10 dernières années, nous étions sous l'aile de Gallimard, ce qui était une aile tout à fait confortable et agréable, parce que Pierre Marchand, qui était le patron de Gallimard Jeunesse à l'époque, m'avait dit « Tu fais partie de l'écosystème éditorial, on va pas te laisser tomber, tu peux pas disparaître, et on fait le même métier, on le fait pas pareil, mais je te promets que jamais j'interviendrai dans ton catalogue. » Parce que les éditeurs se tutoient, c'est une vieille tradition. Et effectivement, il n'est jamais intervenu dans mon catalogue pendant 10 ans. Et voilà. Malgré cela, comme on dit en Afrique, quand il y a la famine, les gros maigrissent et les maigres meurent. Et donc, quand il y a eu des difficultés, ou enfin, quand les banques ont demandé à Gallimard de rembourser un peu plus vite les avances, les crédits, ils ont taillé là où ça faisait pas mal, et j'étais celui qui faisait pas mal, entre autres. Et donc, j'ai été obligé de fermer Le Sourire qui mord. Et je suis reparti cul nu comme au début, et j'ai recréé une maison d'édition avec quand même un catalogue d'auteurs, avec des relations professionnelles qui permettaient d'être pas complètement aussi vierge, si j'ose dire, qu'au début du métier. Et j'ai donc créé les éditions Être, avec la plupart des auteurs m'ont suivi, et on a continué presque 17 ans, 18 ans, etc. Mais il est apparu au bout d'un moment, peut-être de la fatigue, peut-être l'époque avait changé, peut-être que la culturance, ou la culturance, c'est autre chose, la militance culturelle était moins performante, était moins d'actualité, les nouvelles techniques avaient changé beaucoup de choses, etc. Et donc, au bout d'un moment, j'ai levé le pied en disant « ça va comme ça ». Mais j'ai toujours fait la formation. Depuis 1976, quand j'ai commencé ce métier, j'ai toujours fait la formation, considérant que c'était pas le tout de faire des livres sensiblement différents de ce que faisait le marché. Il fallait aussi rendre le tissu social un peu plus perméable à des pratiques littéraires, à des pratiques esthétiques, à des pratiques éducatives, au sens le plus large du terme, qui étaient certes, qui se voulaient différentes ou marginales ou progressistes, appelons ça comme on veut, mais qui avaient besoin quand même d'être sacrément soutenus parce que le tissu social, dans l'histoire de nos métiers, il apparaît, par exemple, si on regarde le mouvement ouvrier, le début du XXe siècle, les premiers journaux pour enfants rebelles, le mouvement ouvrier, il n'était pas très chaud pour l'émancipation enfantine. Il avait surtout l'envie de trouver des supplétifs militants et de les former le plus tôt possible, mais l'intime, ça n'existait pas au début du siècle dernier. Et ça, c'est resté quand même un petit peu vrai, quoi. Alors, peut-être juste, il y avait une petite, dans ce que vous avez dit, une petite chose avant qu'on rentre peut-être justement dans cette historique de la presse de jeunesse que je trouve passionnant, et là vous en parliez un petit peu, mais vous parlez, à la fois on a parlé du marché, mais vous avez mentionné cette formation, notamment de bibliothécaire, j'imagine, et évidemment il y a cette difficulté à exister commercialement, mais pour la presse jeunesse, j'ai l'impression que peut-être plus encore que pour la presse, pas pour la presse, pour la littérature jeunesse, plus que pour la littérature adulte, les bibliothèques notamment, et puis l'école, sont quand même des supports importants de diffusion, au-delà du succès, alors je sais bien qu'il faut faire vivre aussi ces auteurs, mais au-delà du succès, et je me dis, est-ce que vous avez le sentiment par exemple justement que vos livres, que un certain nombre de livres continuent à exister dans des canaux comme ça, non commerciaux, et qu'il y a un espoir par là. Je ne sais pas comment répondre à votre question, parce que certainement, bien sûr qu'il y a les bibliothèques, bien sûr qu'il y a... mais en même temps, il y a une telle production, et il y a une telle inflation sur le marché du livre de jeunesse, comme il y en a en nombre de titres, comme il y en a en littérature tout court, en littérature vieillesse, j'ose dire, qu'un titre chasse l'autre, et c'est extrêmement difficile de perdurer. En bibliothèque aussi, vous pensez ? Même en bibliothèque. Ah ouais. Parce qu'il y a la question du désherbage, comme on dit joliment en bibliothèque, c'est-à-dire le fait d'envoyer au pilon, de détruire ou de donner, etc. Des livres qui n'ont pas une rotation suffisante, etc.
c'est vraiment une décision politique grave pour les bibliothécaires de le faire. Mais ils sont obligés ils et elles sont obligés de le faire parce qu'il y a cette pression qui est... Et puis, une bibliothèque qui n'aurait pas les nouveautés apparaîtrait comme étant ringarde. Voilà. Donc c'est compliqué. Hein. Et en même temps, comme dirait notre ami président, et en même temps, il y a une chose qui reste vraie, c'est que pour certains des livres de jeunesse, c'est les derniers dont on se sépare. C'est-à-dire que les gens qui déménagent, et qui généralement déménagent vers du plus petit, enfin bon, malheureusement, pour des raisons économiques, s'il y a des livres qu'ils souhaitent garder, c'est souvent leurs livres d'enfants. Ça veut dire qu'il y a un attachement, ça veut dire qu'il y a des... Et donc, il y a un enjeu. Un enjeu esthétique, un enjeu social, un enjeu culturel, un enjeu pédagogique, un enjeu tout ce que vous voulez. Et il y a de l'affect. Ça joue. Et moi, je me souviens très bien des livres de quand j'étais tout petit. J'en avais pas beaucoup, alors je ne vais pas vous la jouer violon, mais mon père était ouvrier métallurgiste et mineur. Et ma mère, quand elle travaillait ailleurs que dans le foyer, était employé de mairie, et il n'y avait pas beaucoup de livres, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent. Mais il y avait quelques livres de jeunesse, des albums, et je me souviens, j'avais le Canard et la Panthère de Marcel Aimé, illustré par Nathalie Parrain, qui est devenu un livre qui coûte la peau des fesses chez les soldeurs de livres anciens. J'avais 2 ou 3 livres que j'ai apportés, notamment un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Monsieur Chien, qui est un livre, alors le titre, bon, est pas très encourageant, ça fait un peu livre de jeunesse, quoi, mais c'est un livre anarchisant, qui a été créé par une américaine qui s'appelle Margaret Wise Brown, qui est une immense. Donc, on connaît en France les livres qu'elle a fait à l'école des loisirs, qui s'appellent Bonsoir Lune, etc., qui sont des livres de couchage, mais de qualité. Bon. Et ce livre-là est un livre dans lequel... un chien dit qu'il est son propre maître. Et rencontre un petit garçon qui est son propre maître aussi. Qui est un propre... Et ça m'avait fasciné, quoi. Ouais. Si c'est possible d'être son propre maître, quand on est tout petit, c'est un vrai imaginaire, quoi. Et ils sont côte à côte. Et ils vont vivre ensemble, mais en indépendance, parce qu'il se trouve que ce chien anarchiste se dit lui-même très conservateur. Et ça, cette ambiguïté, cette bivalence, j'ai été piloté à ça quand j'étais petit, et je crois que ça m'a fait du bien. Ouais, mais c'est ça qui est, je pense, passionnant, effectivement. Enfin, c'est une des choses passionnantes, c'est que, bon, vous évoquiez tout à l'heure la politique politicienne, on peut difficilement éviter le terme. Institutionnelle, des partis étiquetés, etc. Donc, où il y a une sorte d'éducation, donc qui passe par quelques ouvrages. La presse jeunesse, dans son historique du XXe siècle, elle peut aussi avoir été quand même très idéologique, mais évidemment il y a toute une part du politique qui passe par, et de son imprégnation dans cet âge qu'est l'enfance, qui passe par l'imaginaire, par énormément d'autres choses fondamentales, et dans les thèmes que vous abordez finalement c'est bien ces questions-là qui sont les plus politiques. La presse, peut-être que c'était là-dessus c'est ce qu'on va développer le plus après, mais sur les questions plus politiques, au sens idéologique, on va dire, vous revenez sur tout le XXe siècle, la façon dont la presse s'est construite, une presse socialiste quand même à destination des enfants. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu Alors c'est curieux parce que cette presse, elle est complètement méconnue. Au point que vient de sortir un bouquin qui s'appelle À bas la presse bourgeoise, qui est un livre d'un historien, qui a fait un travail sur la manière dont la presse progressiste, de gauche, sociale, comme vous voulez, s'est battue contre la presse bourgeoise. Il n'y a pas un mot sur la presse jeunesse. Ça veut dire qu'on est quand même si c'est un marché très important, l'enfance continue d'être une terra incognita. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une chose qui... faut pas tripoter ces trucs-là. Alors, effectivement, il y a eu, et ça, on le sait très peu, il y a eu une presse rebelle pour la jeunesse, qui a toujours été, qui dès le départ a été assez confidentielle, se vendait beaucoup par abonnement, autour de 2000, 3000 abonnés, c'était le grand maximum, ils avaient un mal de chien à tenir. La presse ouvrière, l'anarcho-syndicalisme de l'époque a été modéré dans le soutien à cette presse, parce qu'il y avait le mouvement ouvrier a toujours été à la fois très sensible à la question de l'éducation et à la question de la lecture en particulier et des apprentissages, mais en même temps extrêmement réservé, et ils n'avaient pas complètement tort, puisque l'essentiel était dans les mains de la bourgeoisie,
Il y a eu et il y a encore des rebelles pour dire qu'il ne faut pas apprendre à lire, entre guillemets, puisqu'on apprend à lire la bourgeoisie et les valeurs de la bourgeoisie. Bon, c'est quand même un peu abusif, mais globalement, ça reste, il y a un fond comme ça. Et au tout début du XXe siècle, est créé un journal qui s'appelle Jean-Pierre, qui est créé, alors là, on tombe de sa chaise, créé par Charles Péguy, qui apparaît pas comme... qui aujourd'hui, à cause de sa réputation de converti et de catho pénible, au début était quand même un ami de Léon Blum, et il avait créé une librairie avec Jaurès. Enfin bon, c'était quelqu'un qui était très très lié à une sorte d'anarcho-syndicalisme intellectuel. Charles Péguy, Robert Debré, donc le fameux hôpital Robert Debré, le pédiatre, et avec deux chrétiens de gauche et un ami vont créer Jean-Pierre, dans les bureaux de Charles Péguy. Et Charles Péguy qui n'écrira jamais une ligne dans ce journal, mais qui était extrêmement sensible à tout ce qui était coquille, et écriture, etc. Ce qui fait que le journal, de façon très paradoxale, était assez musclé au niveau des contenus, et avec une forme littéraire complètement 19e siècle, quoi, très ampoulée, enfin relativement ampoulée, en tout cas avec une belle langue. C'était une exigence de Charles Péguy. Et très important, ce journal est illustré. Et très bien illustré, parce qu'à l'époque, la plupart des caricaturistes et des graveurs et des illustrateurs travaillaient pour la presse caricaturale, pardon, et il y avait tous les grands Stellane, etc. On travaillait et gratuitement bien sûr, on travaillait pour ce journal. Le journal a été créé en décembre 1901, et il a duré jusqu'en juin 1904, ce qui est quand même une sorte d'exploit, parce qu'ils ont réussi à peu près à tenir. Ils ont connu des avatars, ils ont connu des catastrophes. À la fin, le caissier est parti avec la fortune, ou la relative fortune. Et puis, finalement, ça s'est arrêté un peu faute de combattants, parce que Robert Debré avait fini ses études médicales et allait devenir le pédiatre qu'il a été. Et puis, leur ami est devenu colonel d'artillerie. Enfin, des trucs assez aberrants. Des gens qui d'une certaine manière... Et puis Charles Péguy, qui voulait fusiller Jaurès, alors qu'il avait été son ami, quoi. Donc il y a des bascules comme ça. Ça veut dire qu'on était c'était des Dreyfusards, donc des intellectuels Dreyfusards qui voulaient maintenir cette espèce de cohésion entre eux, puis qui avaient cette vocation complètement, alors là, Charles Péguiesque, qui consistait à créer une sorte d'internationale des enfants, faire en sorte que les enfants de la bourgeoisie soient attentifs aux enfants de la classe ouvrière, et il y avait ce côté un peu à la fois messianique et un petit peu, comment dire, on faisait un peu d'entomologie, quoi. Oui. C'est-à-dire que quand on voit la couverture du premier Jean-Pierre, le texte dit clairement, enfin, il dit, mais qui est ce garçon que je vois là, de l'autre côté de la rue? Ah, mais c'est Jean-Pierre. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de commisération qui laissait entendre que les rôles étaient déjà distribués, quoi. Et ça pouvait que foirer, en fait. Mais parce que, en plus, alors le mouvement ouvrier s'est pas reconnu du tout là-dedans. Et n'a pas donné suite. Reste qu'il y a eu la guerre, et il y a eu un autre journal qui s'est appelé Les Petits Bonshommes. Alors ça, c'est des mâles, hein, les petits bonshommes, ça rigole pas. Et ces petits bonshommes... femmes après, non? Alors justement, il y a eu trois époques. La première époque, ça va durer jusqu'en 14, 1111-1914. C'est l'époque probablement la plus musclée. Ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale, ça va redémarrer une deuxième époque, toujours sous le titre des Petits Bonshommes, mais sous l'égide de ce qui va devenir le SNI, le Syndicat National des Instituteurs. Donc beaucoup plus avec la mission institutrice, hein, qui va prendre le dessus sur la dimension militante, lutte de classe et dévoilement de la difficulté d'être du monde ouvrier, etc. Pardon. Et la troisième époque, qui va s'appeler Les Petits Bonshommes quand même. J'aime bien le quand même rajouté sur la couverture.
va complètement dégénérer. C'est-à-dire que la politique va pratiquement disparaître, l'anticléricalisme a complètement disparu, on est dans un républicanisme très, très consensuel malgré tout, mais en même temps on résiste à un mouvement qui apparaît, c'est la presse commerciale pour la jeunesse, qui est animée par 5 juifs allemands. Alors ils étaient gâtés, ils étaient juifs et allemands. Au niveau idéologique, ils ont beaucoup souffert. Et les frères Offenstadt, les 5 frères Offenstadt, ont créé Cri-Cri, l'épatant, enfin des journaux qui apparaissaient, qui avaient comme ennemi à la fois la chrétienté, le milieu catholique, qui trouvait que c'était impur, et puis les mouvements pédagogiques et les mouvements politiques qui trouvaient que c'était scandaleux de faire de l'argent, d'être à ce point commercial et d'être vulgaire, alors qu'il fallait éduquer les jeunes masses. En même temps, il fallait éduquer, mais les petits bonshommes, il me semble que vous expliquez aussi que les premiers qui se sont arrêtés à la veille de la guerre, par exemple, ne parlent pas du tout de guerre. Enfin, il y a quand même... alors, mais c'est compliqué. C'est compliqué, c'est-à-dire que on parle des bagnes d'enfants. Oui. On parle de l'exploitation des jeunes enfants. Mais c'est vrai que l'approche de la Première Guerre mondiale est pas du tout travaillée. Mais il faut dire aussi que le mouvement ouvrier et le mouvement politique étaient extrêmement divisés à l'approche de la guerre, entre ceux qui étaient complètement pacifistes et ceux qui allaient créer l'Union nationale. Ça s'appelait pas l'Union nationale, j'ai oublié le terme. Il y avait des lignes de tension dans le mouvement ouvrier que probablement la presse dite rebelle pour la jeunesse, qui était vraiment très homéopathique par rapport au reste de la presse et par rapport à la presse chrétienne, qui est la presse catholique qui était omniprésente et qui avait un réseau de diffusion à la sortie de la messe. Enfin bon, ils avaient des bénévoles qui faisaient le job, quoi. C'était difficile pour ces journaux de vivre. Bon, bref. Et puis alors, il y avait un truc que moi je pointe, parce que j'aime bien tout ce qui est actualisation. C'est-à-dire que j'aime bien, tout en sachant que c'est une hérésie historique, de regarder comment marche en particulier la question du sexisme dans ces journaux. Et c'est à mourir de rire avec les petits bonshommes. Dans la deuxième réédition, dans la deuxième mouture, il y a toute une colonne qui explique quel est le lecteur idéal des petits bonshommes. C'est forcément un petit mâle. Et il y a 3 lignes à la fin de la colonne qui dit « Pour les filles, c'est pareil ». Ouais. Et il y avait, à cette période-là, la presse chrétienne, la presse catholique, et en particulier, il y avait la semaine de Suzette. Oui. Et dans la semaine de Suzette, en 1946, alors, il y a plusieurs, je montrerai après, en 1946, à l'époque, les journaux pour les filles, d'ailleurs les journaux pour les garçons aussi, l'éditorial était toujours signé par tante machin ou oncle Léon, etc. C'est-à-dire que il y avait déjà une espèce de petite prévention par rapport à la famille linéaire. C'est-à-dire que les parents étaient supposés être trop rigoristes ou je sais pas quoi, et donc on pensait que les tontons et les tatas étaient probablement plus souples. Donc c'est tante Mad qui écrit en 1946 dans la semaine de Suzette: « Je pense bien à mes chères petites nièces et je vous en félicite que vous ignorez tout de la politique. » En 1946. Ça veut dire qu'on se fait... on est absolument ravis d'empêcher les filles. Alors, les filles qui lisaient la semaine de Suzette, c'était pas n'importe quelle fille. C'est les filles de la petite bourgeoisie, parfois de la plus grande bourgeoisie, qui étaient déjà éduquées, enfin, etc. Et dont les parents avaient souhaité les abonner à cette revue, à cette publication. Et j'ai découvert plusieurs choses qui m'ont bien intéressé dès qu'il m'a été demandé de faire un livre sur cette question. C'est une commande de les éditions de la Fabrique. Je reçois un jour un mail de la Fabrique qui me dit: « Est-ce que vous connaissez notre catalogue ?» Ben oui. Est-ce que vous seriez d'accord pour faire un livre sur la politique et les livres de jeunesse? Ben, j'ai dit: « Je suis pas sûr d'être la bonne personne. » Et puis on s'est vu, et puis bon, voilà, ces choses s'est fait comme ça. Et donc j'ai travaillé pendant 2 ans sur le bouquin, et j'ai trouvé des trucs assez marrants, en particulier Bécassine. Donc Bécassine, qui est publié dans la semaine de Suzette, qui est une la bande dessinée elle-même est assez anti-républicaine.
Elle caricature la ruralité. Pourtant, c'est la ruralité qui l'a fait vivre, hein, bon, à l'époque. Et puis, elle est anti-politique, mais à un niveau, au point que, en 1912, est publié dans... Alors là, c'est Les Vacances de Suzette. Voilà, dans Les Vacances de Suzette, qui est un agenda, est publié une pièce de théâtre qui s'appelle Bécassine fait la politique, et qui n'a jamais été republiée en magazine. Voilà. Bécassine fait la politique. Et dans Bécassine fait la politique, j'ai pris quelques notes pour pas... Voilà. On vous parle d'un... Alors, Bécassine est ridicule, mais tout ça sert, parce que c'est avec ça que les mômes ont... Ceux qui vont devenir des adultes ont été pilotés, hein, enfants. On parle d'un futur député qui s'appelle Pluchart. Alors Pluchart est probablement un député de gauche, ou un homme de gauche. On l'appelle cette canaille de Pluchart qui sera battue. La France est bien malade, elle a trop de Pluchart. C'est une bousculade, des rats sur le morceau de lard. La France est bien malade, elle a besoin elle a les sons tournés de voir cette bousculade des méchants députés. Et donc quelqu'un dit à Bécassine, si Pluchart devait gagner, Mamselle Bécassine, le château serait démoli, le château de Madame de Bel-Air, et pierre par pierre, et nous serions passés au fil de l'épée. C'est-à-dire qu'on infusait dans la tête des petites filles et des jeunes filles l'idée que le socialisme, c'était la barbarie, et c'était forcément la destruction des châteaux, etc. Et c'est un peu énervant. Et l'année suivante, en 1913, que trouve-je Bécassine suffragette. Alors, Bécassine suffragette, comédie en 2 actes, qui est publié dans Les Vacances de Suzette en 1913. Et il est écrit « Quand la politique marche mal, qu'on est sans Dieu ni maître, rien ne va, ma bonne fille. » J'adore, si on est sans Dieu ni maître, rien ne va, ma bonne fille. Et alors, qu'est-ce que c'est qu'une suffragette? Alors, on explique à Bécassine, qui est idiote, qui ne comprend rien, etc. Elle a des qualités, Bécassine, mais bon, elle apparaît quand même comme une cruche. Et on lui explique ce qu'est une suffragette. Alors là, c'est du bourrage de crâne. On lui dit suffragette, ça vient de l'anglais, ça veut dire ne rien casser. C'est une conception de l'anglais assez étonnante. Et ensuite, il y a un maire dont la semaine de Suzette a toujours dit qu'ils étaient désignés. Non, ils ont toujours été élus, les maires. Et donc ça veut dire que la République, c'était pas leur truc. Quoi. Bon. Et le maire, donc, qui apparaît comme un abruti, dit « Les suffragettes sont des dames qui veulent se mêler de tout ce qui se passe dans le pays. Il ne leur suffit pas d'être maîtresses chez elles, elles veulent aussi l'être chez les autres. Quand vous démarrez dans la vie politique avec ce bagage-là, vous avez intérêt à ramer à contre-courant. Et qui est-ce qui a la force de ramer? Et sur quoi on peut s'appuyer pour ramer à contre-courant? Sur quoi s'appuyer, c'est ça. Non, c'est vraiment explicite. On a l'impression qu'après, alors après, ça s'atténue quand même un petit peu, ce caractère idéologiquement, ce positionnement idéologique explicite. Si on fait un grand saut... Je pense qu'il ne s'atténue pas. Je pense qu'il se diversifie. C'est-à-dire que le bourrage de crâne, il continue. Aujourd'hui encore, il y a des bouquins qui sont du bourrage de crâne pur et dur. Au sens de positionnement explicite, hein, je disais pas du tout au sens d'imprégnation très au sens du délibérée. Positionnement explicite, c'est clair. Ça se voit moins et c'est plus insidieux aussi. Oui, et puis il y a eu la guerre froide. Et il y a eu juste avant, il y a eu un journal. Alors, il y a eu la presse militante. Qui était Le Jeune Camarade, qui était issu, à la création du Parti communiste français, il va y avoir Le Jeune Camarade, qui était un journal qui était anticlérical, d'une violence absolue, etc. Les patrons étaient des tortionnaires et des salopards, etc. Et dans Le Jeune Camarade, on dénonçait les enseignants qui frappaient les enfants en donnant leur nom et l'adresse de l'école. Donc c'était quand même assez musclé. Le Jeune Camarade va devenir Mon Camarade. Et Mon Camarade, déjà, c'est un peu encore des mâles, hein, Mon Camarade, c'est clair. Et c'était animé par Georges Sadoul. Georges Sadoul, qui était un militant du Parti communiste français, grand spécialiste du cinéma. Il a écrit des études très très sérieuses et toujours très fiables sur le cinéma en général. Et Georges Sadoul a été l'un de ceux qui a contré la presse en images, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire les illustrés.
en faisant ce que Vaillant puis Pif va réussir, à savoir faire passer l'humanisme, l'antiracisme, et enfin, quelques grandes valeurs comme ça, que je ne dénigre pas, mais simplement elles sont tellement consensuelles, personne ne se dit raciste. Bon. Mais les faire passer dans la BD et non pas dans le textuel, dans les placards de textes militants, quoi. Et ça, c'est la grande force de Georges Sadoul, d'avoir réussi à peu près le même équilibre entre le texte et les images que dans la presse dite commerciale, mais de lui avoir donné une teinte plus... Voilà. Et mon camarade est devenu une entreprise presque rentable, entre guillemets, enfin qui a bien fonctionné, et qui travaillait, enfin qui réunissait des lecteurs ailleurs que dans le lectorat strictement communiste, etc. Ils ont réussi à grignoter. Bon. Et c'est la guerre. Pour Pif après. Et après, ça va être Pif. Il va y avoir le Patriote pendant la guerre qui va être clandestin, puis ça va donner Vaillant à la Libération. Et dont j'ai apporté un exemplaire du numéro 49, je suis content d'avoir trouvé. Et. Pardon. Et Vaillant va devenir Pif, qui a été une opération. Le salon de Montreuil. Des dizaines de milliers de mômes sans masque. On le saura. Si... Et à chaque fois, j'attrape la crève. Et donc, Pif a été une opération, ça s'est vendu plus d'1 million d'exemplaires pièce. Sans qu'on ait l'impression là qu'il y avait un positionnement idéologique, une appartenance, même si on le sait. C'est pire que ça, c'est-à-dire qu'en mettant le drapeau dans la poche. Oui. C'est-à-dire que c'est ce qu'a fait, d'une certaine manière, les éditions La Farandole, c'est ce qu'ont fait les éditions La Farandole, qui sont nées en 1956 et qui étaient vraiment une émanation du Parti communiste français. Et ces éditions La Farandole se sont empressées d'abord de dire qu'elles n'étaient pas liées au Parti communiste français, ce qui était faux. Il suffit de regarder leur statut et d'aller dans les archives pour voir que c'était entièrement créé par le Parti communiste. Pourquoi pas, hein, j'ai pas de problème par rapport à ça. Mais eux en avaient un, commercial. Et ils utilisaient des techniques de vente qui étaient mal vues par la bourgeoisie, puisqu'il y avait une diffusion qui se faisait beaucoup de façon militante, à travers les comités d'entreprise ou l'équivalent. Et puis, mais qui à partir de la fin des années 50 font pratiquement l'impasse sur tout ce qui serait Union soviétique et pays de l'Est. Et parce qu'il fallait avancer un peu... Enfin, personne ne s'y trompait. Le Figaro tapait un barra aussi sur Vaillant en disant que c'était une opération communiste. Mais c'était la guerre froide, et puis c'était une manière de cliver le champ culturo-social. Et aujourd'hui, on a l'impression que ça serait donc moins possible de ce point de vue-là. Le problème, c'est qu'il y a eu ensuite, alors je ne vais pas refaire tout le bouquin, mais il y a eu ensuite beaucoup de publications, qui étaient des publications extrêmement intéressantes. Une qui s'appelait « Nous les garçons et les filles », qui était encore une émanation du Parti communiste, qui dans les années 60 a voulu contrer « Salut les copains ». Et a fait une maquette qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau, etc. Et il y avait des concaténations, des trucs un peu bizarres. C'est-à-dire que sur la couverture, il y avait Sylvie Vartan, et puis il y avait 2 semaines chez les guerrilleros du Sud-Vietnam, sur la même couverture. Et puis à l'intérieur, il y avait des choses sur le sport, puisque le sport, c'est... un peu le fer de lance. Le fer de lance idéologique très important. C'est la preuve du mérite d'un système politique. Plus on a de médailles, plus le système politique est performant, ce qui est une ânerie, mais bon, bref. Et ce journal a duré jusqu'en 68. Et il y a eu... Alors, moi, j'ai beaucoup de tendresse pour un journal... Enfin, c'est pas de la tendresse, j'ai beaucoup d'attention pour un journal qui s'est appelé Virgule. Virgule, qui était un journal dans les années 80, qui émanait d'une structure qui a été puissante en France, qui s'appelait la Ligue de l'enseignement. Et la Ligue de l'enseignement avait créé, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Franc-Jeu, qui est un journal pour les enfants, porté par l'éducation nationale, entre autres, et, enfin par les enseignants, pas par l'éducation comme institution. Et alors, il y avait une version pour les filles, une version pour les garçons, puis pendant un moment, il y a eu une version pour l'Algérie, et puis il y a une version pour l'Afrique noire. Bon, après, ça a duré longtemps. Et quelqu'un qui est devenu une célébrité dans le monde du livre de jeunesse, qui s'appelle Pef,
dont le vrai nom est Pierre-Élie Ferrier, est rentré comme apprenti à Franjeux, est devenu, en montant les échelons, rédacteur en chef, et il a, au bout d'un moment, proposé une nouvelle formule qui s'est appelée Virgule. Et Virgule a duré jusqu'à un numéro assez célèbre qui est paru en 1982. C'est le numéro 28. Donc, qui aborde la guerre d'Algérie, hein, c'est celui-là. Il y avait le numéro. Alors, il parlait de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire les enfants témoignaient de la manière dont, notamment les mâles de leur famille, avaient vécu la guerre d'Algérie, avec un vrai courrier de lecteur. Du rapport garçon-fille, qui à l'époque n'était pas du tout la mode, c'est-à-dire que sur la couverture, on dit comment on vous bourre le crâne et comment on vous sépare. Et puis, il annonçait, dans le même magazine, il annonçait un prochain numéro sur les châtiments corporels à la maison. Ça faisait un peu beaucoup, peut-être, pour la Ligue de l'enseignement, qui s'est débarrassé de PEF, qui s'est débarrassé du journal, qui l'a vendu à Nathan, et en quelques semaines, en quelques mois, le journal est disparu. Ouais. C'est dommage, parce que Virgule était probablement une façon papier, un peu traditionnelle, mais pas inintéressante, assez culturelle, d'aborder les choses politiques avec les enfants. Le corps, enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses sur l'accouchement, des choses qu'on n'avait pas vues encore dans la presse jeunesse à cette période-là. Qui prend quand même en charge maintenant un peu ces questions, il me semble. Alors, je ne suis pas complètement d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il y a... Oui, non, je suis d'accord avec l'idée qu'il y a une prise en charge. On ne peut pas ignorer ce genre de choses dans la presse dite pour l'enfance et la jeunesse. Mais cette presse est maintenant une presse d'information. Voilà, ouais, un corps plus scientifique, quelque chose qui permet une neutralité. Voilà, et qui s'habille de neutralité, avec des articles qui sont rarement signés, avec quantité de choses qui moi, me défrisent personnellement, considérant que cette... comment dire ça avec rapidité, on n'a pas vu, on n'a encore jamais vu la presse nationale récupérer un scoop qui viendrait de la presse jeunesse. Ouais. Ça veut dire que cette presse jeunesse est une presse de seconde main, quelque part. Tout à fait, ouais. Même au point de vue de l'information. Dire que on recycle des articles parus ailleurs, etc. Pourquoi pas? Mais ça n'est que... Et ça, c'est garanti sur facture. C'est-à-dire que les parents s'abonnent, et avec un système d'abonnement chaînage qui fait qu'on passe d'une classe d'âge à l'autre, etc., on s'abonne à cette presse les yeux fermés. Et je pense qu'on ne peut pas s'abonner les yeux fermés. C'est-à-dire qu'il y a la nécessité absolue d'être en empathie ou d'être en désaccord, mais d'être lié au contenu de ce qui se véhicule dans cette presse. Et la question que je pose dans le bouquin, c'est comment se fait-il que toute presse rebelle a complètement disparu du champ? Tout à fait, c'est beaucoup plus consensuel. Et notamment cette récupération, par contre, vous disiez, l'information, la science, fait que finalement, donc il y a une pseudo-objectivité qui est affirmée, et alors que ce soit Image Doc ou autre, il y a plein de quantités de titres qui vont traiter effectivement des problèmes du monde, qui vont traiter comme s'il n'y avait pas de positionnement dans ces moments-là, pas de choix qui était fait, et il y a une absolue omniscience, omnipoint de vue. Oui, c'est ce que j'appelle le liquide amniotique, c'est-à-dire qu'on est dans une culture de l'évidence. Or, il faut creuser un peu pour comprendre qu'il n'est pas impossible que l'économie dirige le monde. Et que aussi longtemps c'est pas le seul reproche qu'on puisse faire à cette presse, mais elle ne se préoccupe pas du tout de savoir à qui ça profite, quoi, en gros. Voilà. Et par exemple, je crois que quand vous parlez de virgule, de ce numéro 82, vous dites bien que la rédaction dit que ça n'a pas été facile à sortir, que tout le monde n'était pas d'accord. Absolument. Égal en fait, moi je ne me sens pas avoir vu ça dans la presse jeunesse nulle part, et il me semble que c'est pas le ton qui pourrait être adopté que de dire on n'était pas d'accord. Et on voit bien tout ce qui est la semaine de la presse à l'école, etc. finalement. Alors c'est pas inintéressant la semaine de la presse à l'école. Qui est une initiative intéressante, bien sûr. Qui cherche à développer le regard critique, mais où la matière peut-être justement de ce regard critique. Mais quand vous voyez comment l'éducation nationale comme institution chapeaute je parle de l'institution, je parle pas des enseignants, je parle des enseignants eux-mêmes, mais l'institution, la manière dont elle chapeaute, dont elle contrôle, elle borde complètement cette activité, parce qu'effectivement, dès que vous faites rentrer dans le tissu scolaire ce qui est la vraie vie, ça met le bordel. C'est-à-dire que, nécessairement, et les enseignants sont fondés
brusquement à se replier sur le programme, mais sur la sécurité d'une institution qui les garantit contre les débordements, quoi. Or, bien sûr que la vie, ça déborde tout le temps. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a des positionnements sur les guerres, enfin, on Bien voit sûr. bien, quoi. La Bien guerre sûr. en Ukraine, c'est rentré à l'école dès le premier jour, de façon Mais par extrêmement exemple, la consensuelle, question- les précédentes. La question de la violence, Voilà. la guerre a réactivé la question de la violence, la question de l'armée. Si vous prenez l'essentiel, quand je dis l'essentiel, 99% des livres pour l'enfance et la jeunesse, que ce soit les albums, que ce soit les documentaires ou que ce soit les romans, la police, l'armée sont absents. Voilà. Qu'est-ce que Vous c'est que la présentez- force publique, ouais. Vous présentez de façon caricaturale, c'est guignol comme. Il faut savoir, dans une démocratie, il faut savoir ce qu'on veut. Et c'est un vrai débat de se demander si, vous prenez le commerce des armes par exemple, la France est un grand exportateur d'armement, dans un silence enfantin absolu. C'est-à-dire que personne, il semblerait que les gens qui fabriquent des armes n'aient pas d'enfants. Mhm. Et à mon avis, ils doivent être, enfin c'est pas à mon avis, bien entendu, ils cachent l'activité des parents sous des noms plus faciles à admettre que mon papa, il est dans la police, ou ma maman, elle est dans la gendarmerie, quoi. Et d'ailleurs, est-ce que l'activité des parents en général n'est pas assez absente, tout Oui. simplement, avec tout ce qui va de préoccupation de classe aussi, qui est complètement gommé et bien disparu. sûr, Il y a une sorte de neutralisation comme ça de l'enfant qui existe comme un peu un produit, L'enfant existe. une Alors, personnalité, éventuellement. Michel Serres disait qu'il y avait 3 types d'adultes. Il y avait les hommes, les femmes et les mères. Et je suis de ceux qui pensent qu'il y a surtout des mères en littérature pour l'enfance et la jeunesse. J'ai rien contre le maternage ou les mamans, etc. Simplement, c'est omniprésent. Quand je dis omniprésent, la plupart des personnages féminins, c'est d'abord des mères. C'est rarement des employés de la sécurité sociale. Bon. Et première chose. Deuxième chose, parce qu'il n'y a que des mères dans la littérature pour l'enfance et la jeunesse, il y a beaucoup de papa-poules. C'est-à-dire qu'il y a le père violent, le mâle dominant, le mâle alpha, a pratiquement disparu de la littérature pour l'enfance et la jeunesse, alors qu'il n'a pas disparu de la vraie vie, à ma connaissance. Et puis, si on parle des rapports entre la vraie vie et le livre de jeunesse, il y a un truc qui m'a frappé, c'est l'absence quasi totale du célibataire, de la célibataire ou du célibataire. Alors que 40%, un peu plus de 40% des Français de plus de 16 ans sont célibataires. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le rester, mais ils le sont. Et le célibataire ou la célibataire vient un petit peu comme un coin dans l'idéologie de la famille nucléaire, féconde, fidèle, sous le même toit, jusqu'à ce que la mort s'en suive, quoi. On est... Alors il y a eu, depuis 20 ans, l'apparition de l'homoparentalité, il y a eu la légitimation dans quelques albums de la maman, de la mère célibataire. C'est vraiment la marche de la marche de la marche. C'est ça, ça devient des thèmes, quoi, quand même. Hein. C'est un peu de Ça livres. devient des thèmes. où Et c'est puis, central. plus l'homoparentalité ressemble à l'hétérosexualité, mieux c'est. C'est-à-dire que je vois que vous avez Adèle. Dans le tome 4 d'Adèle, il apparaît, et ça c'est vraiment dans une presse de grande diffusion, il apparaît que Adèle a un oncle qui vit avec un copain. Et elle y va. Elle y va, c'est-à-dire qu'elle tape l'incruste de façon régulière parce qu'elle se sent bien dans cette famille-là, qui probablement est aussi équilibrante pour elle que la famille réelle qu'elle a, son père et sa mère, qui sont amoureux l'un de l'autre. C'est le parallèle qu'il y a entre la famille Adams et Adèle, c'est que la famille est derrière, quoi. C'est-à-dire qu'elle représente un pôle, un havre de paix. Oui, c'est ça. Alors en même temps, c'est vrai que par exemple, puisqu'on parle d'Adèle, mais sur la question de la famille, ce sont, oui, les parents représentent effectivement cette base un petit peu contre laquelle c'est le personnage un peu transgressif de la littérature actuelle, supposait-elle en tout cas, qui plaît beaucoup aux enfants là, pour le coup. Bah, bien sûr, et qui plaît aux parents aussi.
Ouais. Qui plaît beaucoup aux parents. lesquels. Ouais, non, mais bon, qui plaît à l'essentiel des parents. Enfin, ça se vend à des millions d'exemplaires. Ça veut dire qu'il y a quand même plein de parents qui sont complices d'Adèle. C'est pas, les mots m'achètent pas Adèle sur l'argent de poche. Hein. Non, mais c'est vrai qu'il y a un vrai engouement des enfants qui le demandent et puis se l'échangent, etc. Et qu'il y a quand même un personnage intéressant parce qu'on peut avoir le sentiment qu'elle est très transgressive. Et elle l'est en partie, elle aime personne, elle est non empathique, elle adopte pas un certain nombre de codes féminins, mais autour, alors c'est vrai que vous citez l'oncle, sinon autour il y a quand même quelque chose qui est assez peu remis en question. D'ailleurs je crois que vous citez le moment où on l'embête et elle appelle la police. Oui, il y a quelque chose de l'ordre de la société et de la famille nucléaire quand même au fond à laquelle elle appartient. Ça bouge pas, rien ne bouge autour en fait. Il y a la révolte perpétuelle. Il y a un truc qui m'éclate complètement avec Adèle, c'est qu'elle est habillée comme si elle allait dans une école privée. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, ce qui lui permet d'être rebelle par rapport à toutes les pépettes qui sont hyper maquillées, hyper à la mode et qu'elle déteste. Et elle peut simplement se prévaloir de son uniforme quelque part, puisqu'il y a dans le tome 3, je crois, on voit sa penderie, où il y a plein d'exemplaires, plein de je sais pas comment dire, d'uniformes, ça ressemble à des uniformes. C'est un uniforme. C'est pas censé en être. Mais... Et ce qui est drôle, c'est que donc il apparaît, moi j'ai cru pendant très longtemps que c'était une élève de l'école privée, alors qu'elle est à l'école publique. Et donc c'est une rebelle bien propre, quoi. Mais en même temps, c'est une criminelle. C'est-à-dire qu'il y a un épisode, je ne sais pas s'ils l'ont laissé passer par inadvertance, où elle pousse quelqu'un du haut d'une falaise et c'est pas dans l'imaginaire. Ouais. Elle se débarrasse d'un copain. Je crois que c'est le seul épisode où il y a vraiment cette drame. Sinon, tout est assez symbolique. C'est vrai. Enfin, ces pulsions agressives sont centrales, quoi. En tout cas, que ce soit à l'égard de son chat, à l'égard des uns et des autres. Et puis, il y a un truc que une représentation de la violence, mais vraiment comme un tempérament pulsionnel, quoi. C'est pas social. Puis c'est très malin. C'est très, très malin. Il y a un marketing d'enfer. C'est-à-dire que dès les premiers numéros, elle va créer les auteurs vont créer, l'auteur et l'autrice vont créer je sais plus comment ça s'appelle, le gang des moches ou je sais plus quoi. C'est-à-dire qu'il y a cette idée qu'on se préoccupe des mal-aimés, etc. C'est-à-dire tout ça est hyper bien pensant, finalement. Et d'ailleurs, ça pose un vrai problème aussi. Je papillonne par rapport au thème du bouquin. Ça pose un vrai problème parce que on trouve dans l'histoire du XXe siècle des filles rebelles. On en trouve une tapée. Certaines sont franchement rebelles. Il y en a une dont je parle, c'est une bande dessinée américaine qui passait dans la presse pour adultes, et une petite fille qui doit avoir 6 ans, et qui a un petit copain qui veut absolument l'embrasser. Et elle lui dit non. Le petit copain d'ici kiss, etc. Et elle dit non. Et il l'embrasse de force. Il lui fout une raclée. Et elle s'éloigne dignement en disant quand une fille dit non, c'est non. Une modernité absolue. Oh, c'est quand? C'est quelle année? 1908. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, bah, si on s'arrête un petit peu sur cette question, parce que c'est vrai que c'est difficile en fait de traiter chaque thème. Je vais dire, on va parler de la violence, de la famille, etc. Mais c'est compliqué parce que, et ça c'est plutôt bien pour ces livres, c'est qu'il y a une intrication constante. Mais sur ces questions des normes de genre, on l'abordait un peu avec Adèle, des rôles féminins... et des rôles masculins, parce que d'ailleurs vous montrez que finalement la déconstruction du rôle masculin est peut-être encore moins entamée que celle du rôle féminin. Elle n'est pas du tout entamée. Et qu'à l'inverse, finalement, le rôle féminin... Alors il y a un super marketing autour des filles rebelles actuellement, vous reprenez le terme sans parler justement des deux... encyclopédies, alors qui sont des présentations de portraits de jeunes femmes qui défont les normes et les codes, parce que, notamment, beaucoup de sportifs quand même, hein, je trouve qu'il y a une certaine, plus qu'artiste ou plus qu'autre chose finalement, mais bon, en tout cas, il y a des portraits comme ça, c'est très anglo-américain aussi, hein, les filles rebelles, et les culottées sinon de Pénélope Bagieux, mais c'est quand même centré sur un monde anglo-saxon, avec certaines valeurs qui seraient à défaire, et d'ailleurs, je crois que vous en parlez pas, vous utilisez le terme fille rebelle, mais sans parler de ces deux c'est vrai. Dictionnaire, anthologie qui font qu'on du succès. Il a fallu que je taille un peu dans la...
Oui, mais c'est pas plus désagréable parce qu'elles sont hyper connues. Oui. Et c'est très intéressant de voir qu'en fait, ça n'a quand même pas commencé il y a 5 ans. Et que qu'il s'agisse de parler, alors plus généralement, donc de destin féminin qui ne serait pas cantonné à la maison ou à tel et tel rôle très très prédéfini, institutrice et autres, mais aussi des menstruations. On parlait de livres des années 70 ou 80, je sais plus, Alice et Lucie, je crois, oui. où c'est abordé de façon très frontale. 77, oui. 77. Oui. On a l'impression que beaucoup de choses, qu'on a l'impression de, qui sont un peu données comme ayant été réinventées il y a 2-3 ans. Ah non, mais c'est... sont en cours depuis longtemps. Bien sûr. Mais, vous savez, moi j'ai relu récemment, et je suis tombé de ma chaise, j'ai vu un livre que j'ignorais complètement, qui s'appelle Du mariage, qui est un livre de Léon Blum, qu'il a écrit en 1905, publié en 1907, mais il dit des choses sur ce qu'il attend du mariage, à savoir que le mariage doit être le plus tard possible et qu'il faut que les filles et les hommes puissent papillonner, puissent avoir toutes les expériences sexuelles et de vie commune avant de se marier, ce qui veut dire que quelque part il avait quand même l'idée économique de la transmission, du patrimoine, et donc il fallait quand même qu'il y ait une structure qui fasse tenir tout ça debout, donc tout ça est... Voilà. Mais il raconte un truc sur la virginité, je me suis pincé, j'ai dit mais c'est pas possible qu'il écrive ça, il explique pour dire que c'est pas les livres qui changent le monde et qu'en même temps il y a des idées qui sont très très anciennes. Il explique par rapport à la virginité, qui est un tabou, et il dit combien ce tabou pèse sur le féminin. Il dit qu'il faudrait opérer systématiquement les filles, enlever l'hymen de façon médicale, comme ça il n'y aurait plus de problème. C'est plus une discrimination. C'est extraordinaire. Ouais. Léon Blum, on ne s'attend pas du tout à ce... Et donc j'ai découvert que Léon Blum était un sacré loustic au niveau de sa vie privée et de sa... Et voilà. Et tout ça pour dire qu'effectivement, dans les années 70, on pose des questions par rapport au clitoris, par exemple, qui est le grand absent pendant très longtemps des documentaires. L'un des premiers clitoris qu'on voit en littérature de jeunesse est dans un livre sur Jeanne d'Arc. C'est à mourir de rire. Et effectivement, les éditions des femmes italiennes, Dalla parte delle bambine, avait publié un livre qui s'appelle Nos lunes, oui. Et où, pour la première fois, on voit une adolescente qui regarde dans un miroir son propre sexe et avec une description de type comment dire, anatomique, et avec un fléchage, et on montre le clitoris et on le désigne, ce qui est rarissime à l'époque, enfin ce qui est la première fois dans les années 70. Depuis, il y en a eu un peu plus. Oui, après peut-être un temps quand même. Oui, après, grosse latence. Après une latence. Oui, parce qu'il ne faut pas jouer avec aussi. ce genre de liberté, si j'ose dire. Ouais. Et au passage, il y a un seul livre sur l'excision. Un seul, qui s'appelle Maïmouna, et un seul album qui puisse parler aux petites filles africaines et du Moyen-Orient de l'excision. Ce qui n'est pas un thème facile. Il faut bien avouer que faire une fiction autour de l'excision, c'est pas de la tarte. Et qui est plutôt bien fait, qui est plutôt intéressant. Mais qui n'a pas eu un succès, bien sûr, d'enfer. Les livres, ça ne change pas le monde, mais ça freine sur la pente de la barbarie. C'est-à-dire que j'en suis vraiment assez persuadé. Et en même temps, comme dirait toujours le même, il y a un truc qui me chiffonne. Quand je dis chiffonne, c'est parce que je suis optimiste aujourd'hui. Ça fait 50 ans que le marché du livre de jeunesse a explosé. Ça fait 50 ans que ce marché est traversé par des thématiques humanistes, non violentes, etc. Et maintenant écolo, etc. Et alors que l'extrême droite n'a strictement aucun canal officiel pour les enfants de diffusion de l'idéologie d'extrême droite, pour revenir au vote, on a 79 députés du Rassemblement national à l'Assemblée. Ça veut dire qu'une bonne partie des gens qui ont voté pour ce parti étaient aussi des fréquenteurs de bibliothèques et ont été biberonnés avec les livres de jeunesse qui étaient... Ça veut dire qu'il faut vraiment faire un travail sur l'idéologie en général des livres de jeunesse. C'est pas uniquement sur la marge. Et c'est pas en allant au contact des mômes avec les 10 meilleurs livres du monde, fussent-ils politiquement justes, qu'on va changer les choses. Il faut aussi les rendre extrêmement critiques par rapport à des livres pourris, etc. Moi, j'ai passé mon temps
professionnel, dans des actions de formation, à expliquer à des adultes et à des enfants, parce que j'en ai rencontré des milliers quand j'avais encore la force de le faire, leur expliquer pourquoi il y a des livres qui ne me plaisaient pas. Et souvent, c'est la première fois qu'ils rencontraient un adulte qui leur disait bon, on a parlé de ce livre-là, tu l'as bien aimé, parfait, bon, je vais dire moi, pourquoi je l'aime pas. Et j'expliquais au moment pourquoi ce livre-là me semblait détestable. Et est-ce que vous avez des exemples? Effectivement, j'en ai plein. Tout se vaut pas. Par exemple, il y a Titou et Miquette. Uh-huh. Titou et Miquette, qui est un livre publié chez Dupuis en 1973, donc c'est pas hier, mais dans une collection que j'aurais jamais acheté de ma vie. Titou au bain, Titou s'habille, Titou construit sa maison, Titou range sa chambre, bref, les livres, ce que j'appelle les livres gants de toilette, quoi, les livres qui font une espèce de fausse reproduction du réel. Titou et Miquette, de Gunilla Vold, est un livre dans lequel on a... alors c'est un classique du livre de jeunesse de l'époque, c'est des enfants se regardent, se comparent. Ils comparent leur corps. Alors, ils ont autant d'orteils, autant d'oreilles, bon, très bien. Et puis, le petit mâle décide qu'on va construire une tente. La copine est d'accord. Et on va... par chance, il commence à pleuvoir, donc la tente est prête. Et on va... il fait si intime sous la tente lorsqu'il pleut. D'un coup, c'est Marguerite Duras, quoi. Il fait chaud sous la tente. Titou et Miquette ôtent leur tricot, ils sont toujours pareils. Et on va avoir un truc qu'on ne voit plus en livre de jeunesse, c'est que les deux mômes se mettent à poil. Ils enlèvent, parce qu'il fait trop chaud, donc ils enlèvent leur short et ils en profitent pour se comparer. Et donc c'est la première fois qu'on voit ça dans le livre pour la jeunesse contemporain, où vous avez les enfants à poil. Et alors du coup le texte dit, regardez, à présent Titou n'est plus tout à fait pareil à Miquette. Donc qu'est-ce qui rime avec Miquette? Je sais pas. Et donc les deux sont très fiers de leur corps, ils ont le ventre en avant, ils exhibent, etc. Et le texte dit... Titou a un petit robinet pour faire pipi, Miquette a une petite fente. Et on a une ellipse textuelle. C'est-à-dire qu'on la voit qui fait pipi, mais on ne va pas aller jusqu'à être trivial en disant que c'est fait pour faire pipi. Et l'ennui, c'est que ça dégénère. Titou et Miquette ne sont pas tout à fait pareils, parce que Titou sera papa quand il sera grand et que Miquette deviendra maman. C'est-à-dire que dès qu'on parle du sexué, du sexuel, c'est fonction reproductive. C'est forcément reproductif. Ça, c'est pour les petits. Pour les plus grands, alors Christian Bourgois, qui est un éditeur pour adultes, de qualité, que j'aime beaucoup, publie en 1973 un livre qui a été reproduit en 1974 et en 2002, un livre anglais, et qui est un livre qui s'appelle « Et moi d'où je viens ». Et c'est un livre où pour la première fois, on voit des adultes nus avec le vieux système de la Renaissance qui permet de voir à la fois les fesses et voilà. Et alors, c'est pas Brad Pitt et Angelina Jolie, bon. Et puis, on va parler du corps, et on va parler... Alors, donc, c'est très didactique, hein, on a un texte qui s'adresse aux enfants, et on est dans un milieu... Attendez, j'ai perdu une image qui est trop bien. Voilà. Et dans le texte, on nous dit, si tes parents ne ressemblent pas exactement à ces deux-là, c'est pas grave, les parties essentielles sont les mêmes. Donc ça va bien. Et on est dans les années 70, donc patchwork. Et on a, dans la première fois, c'est pareil, c'est que des premières fois, on a un missionnaire classique, une position sexuellement transmissible, si j'ose dire, et avec un texte qui est assez trivial, qui est assez clair, qui dit globalement que la meilleure façon pour le monsieur qu'il y a d'être très près d'elle, c'est de s'allonger sur elle et de glisser son pénis au-dedans d'elle dans son vagin. Bon. Et puis, en tout petit, deux personnes ne peuvent pas être plus près que ça. Ça, c'est des informations quand même que les enfants recherchent c'est et ne bien, trouvent pas toujours facilement. Mais ouais, c'est ça. Et l'ennui, et juste après, on parle du plaisir. Donc, je ne connais pas d'autres livres qui, à l'époque, parlent du plaisir. On dit que c'est un peu comme les chatouilles, c'est comme une démangeaison, mais que c'est bien meilleur. Ça commence doucement, ça devient de plus en plus rapide, et en même temps, ça chatouille de plus en plus fort. Mais alors, pourquoi est-ce que la chatouille s'arrête? Arrivé à ce point, tu peux te poser la question, puisque c'est si bon, pourquoi est-ce que les gens ne le font pas tout le temps? Il y a à cela deux raisons. La première, c'est que c'est très fatigant. Alors bon, là, ça fait rigoler. Et la deuxième, c'est que quelque chose de vraiment merveilleux se produit qui met fin à la chatouille, et à ce moment, le bébé commence à se fabriquer. C'est ping, tout s'écroule. Ça n'a pas inclus la contraception. Bon. Le consentement, la contraception, la décision d'enfanter, et puis la sexualité, c'est pas uniquement la reproduction. Vous voyez, donc les deux bouquins, Et moi d'où je viens, et Titou et Miquette, avec complètement différentes, font la même opération idéologique, à savoir le corps
la différenciation sexuée, elle est faite pour la reproduction et uniquement pour ça, pas pour rigoler. Oui, il me semble que c'est un peu plus... maintenant, on prend un peu plus ça en compte quand même. Alors peut-être c'est peut-être une littérature périphérique, parce que ça, il me semble quand même qu'ils sont assez audacieux. C'est drôle, enfin, surtout le deuxième chez Christian Bourgois. J'ai l'impression qu'on voit pas de choses de cet ordre-là. Et qu'elles sont manquantes, alors que le discours est quand même un peu plus ouvert sur d'autres sortes de sexualité, sur d'autres formes aussi même de possibilités. Alors c'est très marginal, la transsexualité, etc. Mais en tout cas, on peut trouver quelque chose là-dessus si on veut l'illustrer. Et il y a pourtant, en revanche, moins de liberté. Enfin, c'est le centre est pourtant plutôt moins libre et peut-être aussi il y a moins de force. Enfin, je dis quand même quelle est la force que la littérature doit déployer face aux images de corps et aux images de normes, etc., qui sont véhiculées par quand même une présence de la publicité. Enfin, c'est une porte ouverte, enfin, c'est une porte ouverte, mais c'est quand même dingue en réalité. C'est très compliqué. L'étau qu'il y a autour de ça. Je crois qu'il y a une... Bon, Michel Foucault expliquait combien il y avait c'était cyclique, hein, les questions de répression sexuelle, etc. On est en creux de vague. Ça, j'en suis absolument persuadé. On est en creux de vague actuellement parce que... Enfin, pas parce que je ne peux pas me lancer dans une explication, mais on est en creux de vague et il y a un double mouvement. Il y a un mouvement de libéralisation et il y a un mouvement de frilosité, y compris à gauche. Cette frilosité... Elle est très normative. C'est-à-dire qu'il y a une mise en scène de la norme dans l'album, et en particulier sur le corps, et le corps des filles, par exemple, il y a eu une répression qui réapparaît. C'est-à-dire que, alors que dans les années 50-60, on voyait des adolescentes en culotte dans des cascades sans soutien-gorge, etc., aujourd'hui, une petite fille de 3 ans, elle est forcément sur la plage, elle est forcément avec un maillot, dans les livres de jeunesse, je veux dire. Elle est forcément avec un maillot, une pièce, ou avec un deux pièces à friolant, etc. Et il y a un mouvement idéologique dont on a tous du mal à se dépendre, à se défaire, c'est l'idée que on peut éradiquer des comportements en interdisant des représentations. Et ça reste une évidence qui bascule selon les périodes. Il y a des curseurs qui se déplacent, mais actuellement le curseur ils sont très serrés. C'est-à-dire que il y a des images comme ça, elles paraîtraient pas aujourd'hui. Moi, j'ai un ami éditeur, mon Thierry Magnier, qui a repris une partie de mon fonds et qui m'a dit, mais moi, Titou et Miquette, je ne pourrais pas le publier. Parce qu'il y a plus, on ne voit plus un môme à poil. Donc, le scandale qu'il y a eu sur Tous à poil, le fameux livre des éditions du Rouergue, avec des abrutis qui se sont agrégés numériquement pour en demander l'interdiction. Ils ont raté. Par contre, ils ont réussi pour... Le livre s'appelle On a chopé la puberté, dont le titre est d'une élégance contestable, mais dont le contenu, globalement, avec 4 filles qui expliquent avec des rapports au monde différents, leur rapport aux règles, leur rapport à la naissance de leur corps de femme, etc., et qui promettent de ne pas parler des sexualités des garçons. En fait, il y a 18 pages à la fin, mais c'est des pages dites secrètes, etc. C'est très malin, c'est rigolo, etc. Et ça a déplu à quelques zozos qui sont partis sur Internet comme des cinglés, et il y a eu 143 000 personnes qui, bien sûr, n'avaient pas lu le livre, et qui ont demandé l'interdiction du livre, et qui l'ont obtenu. Quasiment sur le titre, d'ailleurs. Sur le titre, et sur une histoire de 5 qui est franchement... qui est vraiment... Et là, il y a eu des féministes pour signer. Alors qu'à côté, pour le coup, puisque c'est quand même la pédophilie, pour ce qui est tout à l'heure dont on parlait, le gros nom dont on parle pas, c'est quand même ça, montrer un enfant nu serait forcément vecteur de... en revanche, dans la publicité, j'allais dire, dans le manga, je voulais dire, dans la bande dessinée, le nombre pour le coup, de tenues affriolantes, de représentations hyper sexualisées, y compris et hautement discutable, et fait pas... Voilà. On est vraiment dans le libéralisme, on est dans le commerce du corps. Voilà, le commerce du corps. Et par contre, le montrer serait forcément tout de suite... Et les mômes sont vachement sensibles à ça quand on leur en parle. Ils sont extrêmement sensibles. Ça c'est un truc... C'est pour ça que moi je dis qu'il faut étudier, il faut être vigilant
Et il faut que les adultes se préoccupent de ce qui se joue idéologiquement dans l'ensemble de la production, et pas uniquement dans la marge, première règle. Et deuxième règle, le plus important est peut-être la réception. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe du point de vue de l'appropriation? Comment des enfants ou des jeunes font leur miel avec les livres? Comment ils sont informés sur le fait que tel livre arrive entre leurs mains? Pourquoi? Moi, c'est un truc que j'ai toujours essayé d'expliquer au monde, mais ça les intéresse. J'ai dit, voilà, on vous dit que ce livre-là, c'est l'un des meilleurs du monde. Très bien. Mais pourquoi? Qui vous dit ça? Et d'où ça vient, cette idée? Et si vous ne les aimez pas, ces livres-là, vous êtes des tarés. Et voilà. Donc, cette question de la réception, la manière dont des enfants risquent, ou des jeunes risquent de réinvestir dans le champ de l'intime ou dans le champ du social, ce qu'ils puisent, entre autres, dans la littérature qu'on leur donne, ça pose des vraies questions des questions institutionnelles, des questions à l'éducation, par exemple, aux enseignants, notamment aux enseignants de français. C'est les enseignants de français sont quand même ceux qui sont les mieux placés pour parler de l'affect. Il y a l'enseignant de géographie, il n'est pas très, très bien placé pour parler de l'affect. Mais quand on parle de littérature, etc., c'est passionnant, à condition de parler de la vraie. Alors, parce que il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, j'ai perdu son bouquin, c'est Philippe Hamon. Voilà. Philippe Hamon, dans un livre qui est ma Bible, alors ma Bible théorique, texte et idéologie, publié chez Puf Écriture, donc malheureusement épuisé depuis longtemps. Et qu'est-ce que je trouve sur la gare des Michards? Je trouve un passage qui m'a tué, j'espère que je vais le retrouver à temps. Le post-it tue le post-it, comme chacun sait, et voilà. C'est la version de 62, alors je ne sais pas si elle a été vraiment remise au goût du jour, où on dit que on parle de la littérature contemporaine dans l'éducation. Et on parle de Zola, et on parle de Germinal. Et donc il y a un extrait de Germinal, qui est celui-ci. Des incendies flamberaient, on ne laisserait pas debout une pierre des villes, on retournerait à la vie sauvage dans les bois, après le grand rut, la grande ripaille, où les pauvres en une nuit efflanqueraient les femmes et videraient les caves des riches. Ça, c'est le texte de Zola. Et le fameux Germinal de Zola apparaît dans La gare des Michards, 1962, page 492. Et le texte, sans crochet, dit « Des incendies flamberaient, on ne laisserait pas debout une pierre des villes, on retournerait à la vie sauvage dans les bois, après la grande ripaille où les pauvres, en une nuit, videraient les caves des riches. » Donc, si la littérature dite vieillesse est admise dans l'éducation à travers les manuels sous une forme édulcorée, c'est foutu. Oui. C'est le principe de cette littérature, c'est justement qu'elle ne soit pas édulcorable, je ne sais pas comment dire. Oui. Et il y a du boulot, de ce point de vue-là. C'est ça, d'accompagner ce qui est une curiosité des enfants, une curiosité très crue, en fait, sur la violence, sur la mort, sur le corps, et sur le politique. Et la métaphysique. Et voilà, c'est des choses... Et est-ce que le destin, c'est écrit? Est-ce que tous les mondes, ça les passionne? Et qui demandent à être accompagnés, bien simplement, sûr, mais aussi à être assumés. C'est ouais. plutôt les adultes qui ont peut-être peur, effectivement, les d'avoir adultes à sont répondre à frileux. ces questions. Ouais. Et les adultes médiateurs sont frileux, ont peur de se faire allumer par les parents. Les parents eux-mêmes sont extrêmement frileux. Les questions de la religion... les questions de la sexualité sont privées, font partie de l'éducation et pas de l'enseignement. La manière dont est dispensé l'enseignement sexuel à l'école est discutable. La manière dont est dispensé l'enseignement civique à l'école est discutable, parce que c'est pas le tout, et c'est très bien d'informer sur les institutions, mais de laisser entendre que la démocratie parlementaire... représentative et la forme que tout le monde nous envie, c'est de l'idéologie pure. Ça se discute, c'est-à-dire qu'il y a d'autres formes de démocratie qui doivent être discutées, enfin, y compris des formes à inventer. Or, ça, c'est pas du tout ce que fait l'éducation dite civique, ou je sais plus comment elle s'appelle maintenant, elle a changé de nom 5 fois. Ouais, morale, je crois qu'il y a toujours morale. Hein. Non, je crois pas. Je crois que, enfin bon, c'est beaucoup plus sur le citoyen. Alors, enfin bon, on est parti. Voilà. C'est compliqué, hein, parce qu'il y a une propriété privée des enfants. Ouais. C'est bête comme chou. Et cette propriété privée, elle est intransgressable.
Mais aussi parce qu'au finalement, enfin, mais aussi non, enfin, tout simplement ça s'intègre à ça, mais on représente assez peu cette sphère justement non privée dans les livres jeunesse, la sphère qui n'est pas justement la famille. On voit là, j'avais le gang des chevreuils rusés que j'ai découvert récemment, qui est dans une... je crois que toute la série est un petit peu autour d'enfants qui vont... c'est Seuil Jeunesse, mais je crois que c'est une collection, si je ne me trompe pas, autour d'enfants qui prennent à bras-le-corps des thématiques un peu écologiques. Bon, là, ils vont, c'est une prédation immobilière, ils vont lutter pour leur cabane, retourner aussi au bois, éventrer personne, et finalement gagner. Mais il y a assez peu de représentation d'action politique, finalement, qui pourrait inclure autrement que la manifestation. Bah oui, mais ou autre chose que le vote, on le disait, mais Bien même sûr. ça finalement c'est peu présent, ou de forme de communauté, ou de forme d'utopie. Je crois que vous avez le canard fermier Oui. mais finalement c'est des représentations de possibilités de faire ensemble qui pourraient avoir pleinement leur place. Vous savez, moi j'avais 20 ans en 68, et dans les années qui ont suivi, j'ai été dans une communauté d'intellectuels, d'étudiants qui vivaient en communauté. Je vous fiche mon billet qu'il n'y a pas un livre de jeunesse qui cause de ces pratiques sociales, de ces configurations sociales qui ne sont pas familiales. Parce que c'est caca, quoi. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de montrer ce genre de choses à des moutards. Tout ce qui est utopie est une rareté. On a beaucoup de dystopies, énormément, Ouais, c'est ça. mais les utopies, elles demandent nécessairement... D'abord, c'est pas des fermes. Enfin, les vraies utopies, c'est pas des systèmes fermés, c'est des systèmes ouverts, non finis, et qui sont problématiques, qui sont dialectiques. Et cette dimension de l'utopie, on dit toujours que les mômes ont un imaginaire d'enfer. On ne les a pas pilotés à l'idée, on ne les a pas nourris, biberonnés à l'idée qu'il fallait probablement inventer d'autres systèmes de relations sociales que celles qui ont l'air d'être à l'évidence éternelles et à tout jamais. D'autres systèmes de travail. Et le rapport au travail, le rapport à l'effort, la compétition. Oui, la compétition, la rémunération. Bah là, pour le coup, les loups en slip, je sais pas si... oui, je connais... sur la compétition, sur le travail, il aborde assez explicitement avec ce personnage qui, effectivement, vit sa vie assez libre. Oui, tout à fait. Mais moi, j'aime encore mieux la version adulte, si je veux dire. Les vieux fourneaux. Les vieux fourneaux. Ouais. Les vieux fourneaux m'éclatent complètement, quoi. Là, il y a quand même un effort, et pour le mettre justement à hauteur d'enfant, de dire le travail, est-ce que c'est vraiment quelque chose pour quoi on est payé? Il y a des vivres ensemble d'ailleurs dans cette forêt qui sont non cellulaires et non familiaux. Oui. Non, mais ça transpire à quelques endroits, mais c'est très, très rarissime. Et en plus, c'est pas repris, c'est pas du tout, c'est pas porté par le tissu social. Qui a tendance éventuellement à s'en réjouir, mais sans plus, quoi. C'est-à-dire que ça apparaît pas comme étant une... comment dire? Des lieux d'invention possibles aussi. Oui, et puis des lieux de... Il faut absolument que la lecture soit liée au statut social, quoi. J'en suis absolument persuadé. C'est-à-dire qu'il faut que les mômes, ce que j'appelle la puissance d'agir dans le bouquin, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils développent une puissance d'agir. Et Pierre Bourdieu, dont on dit souvent beaucoup de mal, et parfois un petit peu de bien, dit dans un écrit qui a été très controversé, il dit que la raison pour laquelle nous, c'est-à-dire la communauté des intellectuels, lisons des livres, c'est parce que nous pouvons en parler sur le marché. On a un marché pour en parler. Je pense qu'il faut que les enfants aient un marché pour parler de leurs livres. C'est absolument important. Et ce marché, il faut le créer, et les aider à le créer. À savoir, ce qu'on appellera les clubs de lecture, on va appeler ça comme on veut, mais c'est aux mômes eux-mêmes légèrement, le plus possible détaché du regard des adultes, en tout cas pas sous le regard exclusif des enseignants, contre lequel j'ai rien, mais l'enseignant, il est soumis à un système hiérarchique qui ne l'aide pas forcément à être émancipateur, je ne sais pas comment dire. Et par contre, il peut armer les mômes fortement sur la littérature. Qu'est-ce que c'est que le littéraire? Qu'est-ce que c'est qu'une actualisation? Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que comprendre? Qu'est-ce que c'est qu'interpréter? Etc. Tout ce que peuvent vraiment faire des enseignants dans le cadre du programme avec la littérature. Et ensuite, il faut créer des situations et les mômes les aider à
les autoriser à en créer, dans lesquels les mômes puissent réinvestir et l'intime, qui n'est pas de l'ordre de l'enseignement, et le social, qui est de l'ordre du social. C'est-à-dire que les pratiques sociales dans lesquelles les mômes doivent pouvoir, les adolescents doivent pouvoir au moins trouver leur place et un statut. C'est un vrai combat. Hein. Malheureusement, c'est un combat qui n'est pas porté par les forces politiques traditionnelles, et peut-être pas non plus par les forces politiques les plus radicales. Parce qu'il y a cette espèce de rapport à l'enfance qui continue d'être extrêmement contingenté. Je pensais que c'était peut-être une belle idée, justement, pour terminer, que cette agora, en tout cas que ce lieu de partage, et cette idée aussi de rappeler que c'est pas juste un rapport individuel. Enfin, c'est ça que j'entends au livre, mais qu'il y a... Hélène Merlin-Cajman, dont vous parlez à la fin, que je trouve qu'il y a quelque chose de juste dans ce qu'elle pointe dans Lire dans la gueule du loup, c'est-à-dire que c'est aussi un travail d'accompagnement, un travail de médiation, un travail aussi d'autonomisation et de laisser faire, de laisser être, et de devenir puissant, qui est important, et c'est tout ça qui fait un livre et une lecture, disons, plus exactement, et pas juste quelque chose de privé. Donc, il y a une phrase de Suran. Je commence par le livre avec une phrase de Suran, et j'aurais pu le terminer par une phrase que j'ai trouvée depuis. C'est Émile Cioran, dans le syllogisme de l'amertume, je crois, dit espérer, c'est démentir l'avenir. C'est peut-être une belle fin. Merci à vous. Merci beaucoup.